poser, ou poser également, hein, comme d'habitude, les questions dans le chat, et Anne-Sophie Brotozzo se chargera de les relayer comme les fois précédentes. Alors, bon, très rapidement, hein, quelques mots sur ce sujet euh, de la marche, qui nous invite finalement à le considérer plus comme pas simplement une activité physique, hein, pas simplement un exercice physique, mais quelque chose qui est une expérience, hein, riche de sens, bénéfique pour le corps et l'esprit, hein. Déjà, Rousseau nous parlait dans son Promeneur solitaire de la marche qui anime et avive ses idées. Donc, on a aujourd'hui pour évoquer ce sujet David Le Breton, que je remercie donc pour avoir répondu positivement, malgré vos contraintes, hein, dans lesquelles que vous avez aujourd'hui. Donc, grand merci de vous connecter à distance, et donc de partager avec nous ce moment. Vous êtes professeur émérite, hein, de sociologie à l'Université de Strasbourg, membre également de l'Institut universitaire de France. Vous avez consacré beaucoup de sujets à la question de la sociologie du corps, pas seulement sur la marche, mais celle-ci vous a quand même occupé sur plusieurs ouvrages. Je les rappelle brièvement: Éloge de la marche, Marcher, éloge des chemins et de la lenteur, et puis plus récemment, Marcher, la vie. Donc, merci à vous, Monsieur Le Breton, pour ce regard original et à la fois critique et sensible, qui nous invite à repenser notre rapport au temps, à l'espace et à nous-mêmes. Donc, je vous remercie, et je vais vous, sans plus attendre, vous céder la parole. Merci à vous. Merci Jean-Baptiste Chabert, merci à Anne-Sophie Brotozzo de sa confiance et de cette invitation. Merci à toutes et à tous de m'écouter à distance. Évidemment, c'est un peu ingrat, surtout s'agissant de parler d'une activité aussi sensorielle, aussi physique que la marche. Je dois vous confesser que je ne suis jamais très à l'aise devant la caméra, devant l'écran, comme aujourd'hui, parce que je suis un conférencier ou un enseignant qui a vraiment besoin des visages pour orienter mon propos, pour savoir si ce que je dis tient la route, si mes paroles obtiennent un accord ou un désaccord. Et là, je suis un peu obligé, évidemment, de parler dans le vide. Alors, je m'en excuse. Voilà. Je suis aussi évidemment obligé de lire un peu mon texte, même si je vais essayer d'en décoller de temps en temps, mais dans le dispositif un peu abstrait qui est le nôtre, pardon, c'est quand même plus facile pour moi de m'appuyer sur un texte. Voilà. Alors, je vous rappelle que dans les années 50 en France, donc on remonte pas très très longtemps, une soixantaine, 70 ans dans ces eaux-là, dans les années 50 en France, on marchait en moyenne 7 km. 7 km à pied par jour. Aujourd'hui, à peine 300 mètres. La voiture règne sur les déplacements en dépit des difficultés de circulation et de stationnement. Les écrans ajoutent leurs touches et absorbent l'existence en transformant les conditions humaines en une condition assise. La sédentarité est un souci majeur de la santé publique. Nombre de nos contemporains sont encombrés d'un corps dont ils n'ont guère l'usage, sinon pour exécuter quelques tâches, se rendre au volant de leur voiture ou se déplacer devant leur écran. Le corps est rendu passif, objet rivé à soi, à emmener avec soi d'une activité à une autre, mais en le mobilisant au minimum grâce au recours à d'innombrables prothèses technologiques relayant les activités physiques, allant par exemple des trottoirs roulants aux escaliers mécaniques ou à la voiture, ou plus récemment aux trottinettes ou aux vélos électriques. On transporte son corps, il ne nous transporte pas, plus, ou de moins en moins. Je voudrais pourtant vous rappeler qu'un grand archéologue comme André Leroi-Gourhan disait il y a encore quelques années que l'humanité a commencé par les pieds. L'humanité commence par les pieds, et depuis le néolithique, l'humain possède le même corps, les mêmes potentialités physiques, la même force de résistance à l'encontre des données fluctuantes du milieu. Nous disposons absolument des mêmes aptitudes que l'homme de Néandertal. Pendant des millénaires et encore aujourd'hui, dans la majeure partie du monde, les humains ont marché pour se rendre d'un lieu à un autre. Dans un corps à corps avec le monde, ils se sont dépensés dans une activité, dans la production journalière des biens nécessaires à leur existence. Jamais sans doute, comme dans nos sociétés contemporaines, on a aussi peu utilisé la mobilité, la résistance physique individuelle
L'énergie proprement humaine naît de la volonté et des ressources du corps, même les plus élémentaires, comme le fait donc de marcher, de courir ou de nager aussi par exemple, est rarement sollicitée au cours de la vie quotidienne, dans le rapport au travail, dans le rapport au déplacement, etc. Donc, l'effort physique n'est plus qu'un loisir, finalement. Et la marche s'est transformée dans nos sociétés en loisir. Elle n'est plus une nécessité, comme c'était le cas, par exemple, quand j'étais tout petit, où on se déplaçait encore à la campagne, dans la ville où j'ai grandi, c'était Le Mans, d'ailleurs, pour la petite histoire. Mais je me rappelle que mes parents allaient se déplacer à pied. C'était banal. Et dans les campagnes également, je revois mes grands-parents dans leur village et dans leur ferme, aller en tenant éventuellement la bride de leur cheval, mais en allant également à pied. Donc l'effort physique aujourd'hui n'est plus qu'un loisir. Pour une immense majorité de contemporains, et pas évidemment pour tout le monde, mais en tous les cas pour une majorité, et paradoxalement, il se fait souvent dans l'immobilité géographique et dans l'aseptisation d'une salle de mise en forme, en marchant ou en courant sur un tapis, en regardant la télévision ou son portable, les écouteurs aux oreilles. Dans ce souci hygiénique, donc de compenser l'oubli du corps, l'effacement du corps dans nos vies personnelles, eh bien l'effort est instrumentalisé comme un devoir de santé et de forme, mais il tourne dans le vide. Il ne s'agit nullement de couper du bois, de bêcher son jardin ou de ramasser des fruits sous les arbres. Loin du plein vent du monde, l'effort, dans ce contexte-là, des salles de mise en forme, ne s'accomplit pas dans un environnement extérieur susceptible d'apporter quelques surprises, mais dans un monde technologique et un emploi du temps où tout est contrôlé. En ce sens, la marche prend un radical contre-pied, je joue, vous allez voir souvent avec les mots, hein. La marche prend un radical contre-pied de cette tendance à l'immobilité et à la subordination aux techniques. Elle est une célébration du corps, des sens, de l'affectivité, une mise en branle de toute la personne, une présence active au monde. Elle remet en contact avec son corps. Je pourrais vous citer évidemment d'innombrables auteurs, mais je vais vous citer un auteur américain que j'aime énormément, c'est Doug Peacock, qui est traduit en français aux éditions Gail Mester. Gail Peacock, qui est rentré traumatisé de la guerre au Vietnam, où il a vécu des tragédies nombreuses. Et quand il rentre aux États-Unis, il s'efforce d'échapper aux séquelles intérieures laissées justement par la guerre. Il se lance dans de très longues marches solitaires au cœur du wilderness américain, au cœur du monde sauvage, là où il y a vraiment personne. Non seulement aux États-Unis, mais également au Mexique, au Népal, etc. Il cherche surtout auprès des animaux, et particulièrement des grizzlies, une voie de réconciliation avec le monde. Et il écrit que lors de ces marches, généralement après le 4e ou le 5e jour, je le cite, je perds toute envie de caféine, d'alcool, de sucre, de graisse, de sel. À la place, je réponds à mes besoins physiologiques les plus élémentaires avec une extrême parcimonie. Fin de la citation. Donc retour à une sorte d'alliance avec le monde, d'alliance du corps et du monde, à travers ces restrictions alimentaires, cet effort du quotidien et puis cette fascination pour la nature avoisinante. Le marcheur donc est un homme ou une femme qui reprend corps, qui mobilise des ressources demeurées inconnues s'il était resté sédentaire et emprisonné dans les mêmes routines. Il redécouvre son corps sous un autre jour et nombre de mots liés au manque d'exercice physique s'effacent au long des heures ou des jours. En termes contemporains, la marche est pour certains une activité de santé. Un sondage de l'IFOP considère d'ailleurs que 8 millions de Français sont des randonneurs réguliers. 8 millions, c'est quand même pas mal, je trouve. En outre, dans le monde de l'hyperconnexion, les conversations deviennent rares. Quand elles existent, elles sont souvent interrompues par des interlocuteurs toujours là physiquement, mais qui disparaissent soudain après l'audition d'une sonnerie de leur portable ou dans le geste addictif de le retirer de leur poche dans la quête lancinante d'un message quelconque qui rend secondaire la présence bien réelle de leur interlocuteur. Dans nos sociétés, la conversation s'efface donc au profit de la communication.
fais pour ma part une distinction fondamentale entre conversation, où on est de visage à visage, on est dans une attention à l'autre, une reconnaissance de l'autre, et la communication, où on est à distance, où on pense à autre chose en même temps qu'on est devant l'écran, etc. Où il y a une décorporation, il n'y a plus de visage, sauf des petites vignettes dans l'écran, etc. Donc pour moi, la communication n'a rien à voir avec la conversation. La communication implique donc, je répète un petit peu, pardon, la virtualité, la distance, la décorporation, l'absence physique ou morale de l'autre. La conversation, à l'inverse, sollicite une disponibilité, une attention à l'autre, la valeur aussi du silence et du visage. Finalement, la conversation, c'est une reconnaissance profonde de l'autre. Je m'excuse. Alors que la communication est une reconnaissance très fluctuante, c'est une sorte de zapping finalement que nous entretenons avec nos vis-à-vis. La marche, justement, restitue l'épaisseur de la présence. Elle est un instrument puissant de retrouvailles avec les proches pour ces moments plus ou moins mesurés où l'on est tout entier dans le souci de l'autre, tout en partageant des moments privilégiés. En outre, dans nos sociétés, le repas de famille, qui était le haut lieu de la transmission des connaissances des parents aux enfants ou aux petits-enfants par exemple, également transmission de l'histoire de la famille, quand on était dans des repas incluant la famille plus élargie. Dans nos sociétés, le repas de famille, qui était le haut lieu de la transmission, tend à disparaître au profit du grignotage individuel. Chacun arrive à son heure et s'installe dans un fauteuil ou dans sa chambre, après être allé chercher dans le réfrigérateur les plats achetés tout prêts au supermarché, avant de s'abandonner à son écran personnel. La commensalité se transforme et devient parfois une assemblée de fantômes, mangeant d'une bouche distraite, peu attentive au goût des aliments, dans l'indifférence de la présence des autres, tous autour de la table, absorbés par le cellulaire. Marcher avec des enfants ou des adolescents est un moment précieux de longue disponibilité à leur égard, un temps de retrouvailles et de transmission de parents ou de grands-parents à enfants ou adolescents, un temps de commune présence dans le partage d'une expérience insolite pour eux, la découverte des animaux, des paysages, d'activités que l'on surprend à travers la forêt ou la campagne. Mais ces temps d'attention mutuelle valent également pour les amants, les amis, les proches, qui cheminent ensemble sans le parasitage du smartphone. Quant aux marcheurs solitaires, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui préfèrent d'ailleurs marcher seuls, eh bien le marcheur solitaire, il est dans un seul lieu, il est disponible aux événements, aux animaux qui passent, il vit des moments de détente, de relâchement, de tension, d'intériorité. La marche est aussi une rupture avec les exigences de rentabilité, d'efficacité, de rivalité. On chemine à 4 ou 5 km/h, alors qu'en avion, je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge, ça m'éteint. On chemine à 4 ou 5 km/h, alors qu'en avion, on traverse l'Atlantique en une dizaine d'heures. Une journée de marche n'est finalement qu'un quart d'heure en gros de voiture. Revendication de la lenteur, d'un rythme à soi, que ne dicte aucune autorité extérieure. Vous pouvez très bien marcher à 2 ou 3 km/h parce que vous avez mal aux genoux ou au dos ou autre. Vous pouvez marcher à 6-7 km/h parce que vous êtes jeune, que vous avez envie de vous dépenser, d'aller au bout de vos ressources. Donc aucune autorité extérieure pour nous dire va plus vite ou ralentis ou autre. Et également le refus des technologies qui nous font gagner du temps mais qui nous font perdre la vie. De surcroît, la marche est une activité physique sans compétition, tout entière dans la jouissance de l'instant. Contrairement au trail ou au jogging, elle est tissée d'humilité, de patience, de lenteur, de détour. Elle reste dans les limites des ressources physiques, sans recherche de vaines prouesses. Elle s'ajuste aux aspérités, aux courbes ou aux difficultés du terrain.
aux curiosités aussi. Un marcheur s'arrête souvent pour regarder une longue colonne de fourmis, par exemple, qui coupe le sentier, parce qu'on se demande où elles vont, ce qu'elles font, etc. Et on peut rester pendant de longues minutes devant, ou dans l'attente également d'un animal qu'on a cru apercevoir dans les fourrés. Le temps devient une foison d'heures entre nos mains. On n'est plus du tout dans la rentabilité. Finalement, quand on marche, on a le temps, on a l'éternité devant soi. Donc, aucune course contre le temps, dans un sentiment constant d'accélération pour rester finalement toujours à la même place. Aucun combat avec les éléments pour y imprimer son empreinte personnelle, mais plutôt une volonté aiguisée de se perdre dans le paysage sans jamais le considérer en adversaire à vaincre. La nature est toujours, pour le marcheur, une partenaire bienveillante qui accompagne ses efforts et le laisse trouver ses propres repères. Le marcheur transforme son expérience du monde, il abandonne les écrans ou n'en use qu'à de rares moments pour retrouver au long du jour une immersion par corps, une connaissance par la peau qui renouvelle en profondeur son rapport au monde. Il n'est plus derrière un pare-brise ou les routines de chez soi ou ses écrans. Il n'est plus devant le monde, mais dedans. Il connaît une conscience non séparée des choses. Il change son corps, ses perceptions, sa relation au temps et aux autres, et il remet en perspective tout le désordre de son existence. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Les lieux donc sont une expérience. Ils échappent à l'abstraction de la géographie car ils s'incarnent et se donnent à une curiosité vivante. La carte est dans le corps, les sensations, les émotions du moment. On ne s'approprie finalement un paysage que par la marche, avec cette lenteur, cette attention à tous les instants, cette fringale de découverte d'autant plus aiguë que le marcheur sera bientôt ailleurs. Dans quelques pas, il sera devant une autre colline, d'autres arbres, peut-être d'autres animaux, etc. Et il sera à ce moment-là imprégné d'autres paysages. Et le marcheur progresse dans le silence, pas à pas. Il se fond au paysage et cette démarche feutrée l'amène souvent à surprendre des animaux et à vivre des moments éblouissants en observant un renard ou un cerf, un mouflon ou une marmotte par exemple. Tous les lieux regorgent d'animaux qui se laissent voir à ceux qui vont lentement, silencieusement à leur rencontre. La marche est une immersion dans la surabondance du monde, une soif d'aller au-delà des apparences organisées et aseptisées de nos villes ou de nos campagnes ou de nos lieux habituels, et de pénétrer au plus près dans ce foisonnement que nous avons cessé de voir à cause des techniques qui relaient désormais toute relation au monde et aussi le quadrillage de tout le territoire par l'urbanisation. Je ne veux pas d'ailleurs, à travers ces phrases, dénigrer les marches urbaines, parce que j'en suis un grand adepte, et il y a toujours un bonheur aussi de marcher dans les villes. Mais vous le savez bien, moi, quand on est dans une ville qu'on connaît par cœur, c'est plutôt le bonheur de la marche urbaine, elle est plutôt dans la découverte de villes qu'on connaît moins. Quand moi, qui vis à Strasbourg, je suis à Marseille ou à Milan ou ailleurs, évidemment, c'est un émerveillement de découvrir ces villes. Mais quand je suis à Strasbourg, c'est vrai que souvent, je dois confesser que je passe devant les mêmes rues. Et moi, le temps, je m'y attarde un peu moins, en dépit de de l'intention que j'aimerais avoir d'être davantage présent au monde dans chacune de mes activités. Mais c'est moins, évidemment, vous l'avez compris, de la marche urbaine que je parle ce matin, que des marches plutôt dans les forêts ou au bord du littoral, ou éventuellement dans les déserts. Ouais. En prenant le monde en diagonale, en préférant une obliquité sociale, en empruntant les sentiers et les chemins plutôt que les routes, d'autres dimensions de l'environnement se révèlent soudain en marcheur. Marcher, c'est à nouveau porter les yeux sur son environnement, purifier son regard des routines qui font qu'on ne voit plus grand-chose autour de soi. Le paysage dégage une atmosphère qui arrête le voyageur. Il possède une aimantation à laquelle on ne résiste pas. Et le marcheur engrange une provision de moments privilégiés,
des instants de grâce, où il se sent passionnément vivant. Et certains lieux procurent le sentiment de franchir une frontière invisible qui laisse derrière soi le monde profane de la vie courante pour entrer dans une autre dimension. L'affinement progressif des sens au fil du chemin, l'attention à l'environnement, le sentiment de se fondre dans l'espace et d'y participer d'une manière inconnue mais tangible, amène le marcheur à éprouver ses résonances. Les lieux se donnent dans le sentiment d'une continuité avec soi. Toute rupture disparaît. On n'est plus devant le paysage, comme je disais tout à l'heure, mais confondu en lui, à l'affût, les sens en alerte, on est dedans. Le grand dehors est désormais en soi pour une durée plus ou moins longue. Certains paysages se donnent même avec une telle insistance qu'on y soupçonne le désir de ce que j'aime bien appeler le génie des lieux, l'esprit des lieux. On y soupçonne le désir du génie des lieux de donner le meilleur de lui-même pour amener le voyageur à un souvenir ébloui. Une sorte de moment cosmique, d'ouverture au monde, un privilège rare. L'un des grands naturalistes américains, John Muir, qui a marché toute sa vie, des marches absolument vertigineuses où il partait pendant des mois. John Muir, c'était le type qui partait le matin avec un sandwich dans son sac pour aller faire quelques kilomètres et qui rentrait chez lui 3 mois après, tellement il avait été happé par la beauté des lieux, etc. Et John Muir, c'est donc l'un des pionniers aussi de la lutte pour l'environnement aux États-Unis. Et il est à l'origine de la création de grands parcs nationaux aux États-Unis. Et voilà ce qu'il dit. Je cite John Muir, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il écrit par exemple: nous sommes dans la montagne et la montagne est en nous. Elle est en nous, en chacun de nos nerfs, pénétrant par chacun de nos pores, et notre corps devient transparent comme du verre à la beauté qui l'environne, comme s'il en était devenu une partie, vibrant avec l'air et les arbres, les courants et les rochers, dans les vagues du soleil, une partie de la nature non plus vieille ou jeune, saine ou malade, mais immortelle. Je voudrais vous citer aussi Jean Grenier, si je le retrouve, parce que j'avais préparé mes textes, bon, sinon tant pis, je citerai Jean Grenier, il est où voilà, c'est ici. C'est Jean Grenier qui marche sur le bord de la Méditerranée. Il est en Italie, hein, il est à Ravello. Il est à la ville de Ravello avec ses palais normands, ses palais byzantins, etc. Après une longue marche, voilà ce qu'il écrit. Il est épuisé, je le cite. Étendu à plat ventre sur les dalles de la terrasse Timbron, et je me laissais pénétrer par les jeux de lumière sur les marbres. Mon esprit se perdait dans les jeux de cette transparence, de cette résistance, puis il se retrouvait tout entier. J'ai gagné, me répétais-je ce jour-là. J'ai gagné. Tout le monde perd et puis essaie de se rattraper, mais en vain. Moi, à cette heure que je sais, en cet endroit que je puis dire, j'ai gagné d'un coup tout ce qui pouvait être gagné. Enfin, cette citation que je trouve absolument magnifique. Mais on éprouve parfois ça devant la beauté de certains lieux qu'on voudrait emmener avec soi, mais évidemment, on est confronté à la mélancolie de devoir les laisser. La marche est donc une suspension des contraintes d'identité et des attentes qui les accompagnent. Les contraintes d'identité, ça veut dire toutes les responsabilités qui nous imprègnent dans la vie quotidienne, où il faut être disponible dans sa vie professionnelle, familiale, amicale, etc., etc. Donc la marche est une suspension des contraintes d'identité et des attentes qui les accompagnent. Elle détache provisoirement des responsabilités courantes et de la tyrannie de la communication. On pourrait dire d'ailleurs de la marche qu'elle est une sorte de récréation, hein, comme quand on était enfant et qu'on attendait le moment de la récréation, mais en même temps c'est une recréation. J'aime bien jouer avec les mots, la récréation qui est aussi une recréation où on retrouve finalement le jeu de vivre, où il n'y a plus d'attente à notre égard, on est totalement libre de notre disponibilité.
Dans la marche, donc, nul n'est plus prisonnier de son personnage. Parcourir les sentiers revient à se mettre en congé de son histoire et à s'abandonner aux sollicitations du chemin. La marche est une forme heureuse de disparition de soi, une manière justement de reprendre son souffle, de faire une pause au bord de son existence, de se transformer en inconnu sur la route, sans engagement autre que l'instant qui vient. Nul, d'ailleurs, dans les fermes-auberges ou dans les petits restaurants au bord des sentiers, nul ne présente sa carte de visite à son vis-à-vis à la table de la ferme-auberge ou sur le bord du sentier. En principe, la marche est profondément démocratique à cet égard, profondément déhiérarchisée d'une certaine manière. En principe, donc, aussi, le marcheur est déconnecté de l'emprise du portable, ouvert à son environnement, aux rencontres, au temps qui passe. Il dispose de lui-même en toute souveraineté, en congé de soi pour une durée plus ou moins longue. Il change son existence, son rapport aux autres et au monde. Il n'est plus engoncé dans son état civil, sa condition sociale, ses responsabilités envers les autres, le poids de son histoire. Il est disponible aux découvertes au fil de son itinérance. En Himalaya, je vous cite Peter Matthiessen. Peter Matthiessen, c'est l'un des grands écrivains américains. Je crois qu'il est mort malheureusement il y a quelques années, mais pour moi, le plus beau livre de marche, le livre absolu sur la marche, c'est Le Léopard des Neiges. Peter Matthiessen, pas confondre avec un auteur français qui m'a beaucoup plus déçu, qui fait le même parcours que Peter Matthiessen, mais pas du tout avec le même talent littéraire de mon point de vue. Peter Matthiessen, vous le trouvez en collection de poche chez Gallimard, et ça s'appelle donc Le Léopard des Neiges. En Himalaya, donc Peter Matthiessen, qui chemine avec le naturaliste Georges Scheller, dit aussi son indifférence au temps et aux événements du monde extérieur. Je le cite. « Bien que ce journal ne laisse pas oublier la date, il y a longtemps que je ne tiens plus compte des jours de la semaine, et les événements qui doivent se dérouler dans le vaste monde que nous avons laissé derrière nous n'ont plus guère de réalité pour moi que ceux des siècles futurs. » Fin de la citation. Alors que Matthiessen part avec Scheller, et pendant des mois, ils sont complètement coupés du monde environnant. Une guerre atomique aurait pu se déclarer aux États-Unis ou ailleurs, il n'en aurait jamais rien su. Ça, c'est absolument fascinant, évidemment, à nos yeux d'aujourd'hui, où on est totalement hyper informé. Marcher, donc, c'est reprendre corps. Cesser de perdre pied, je joue encore un peu avec les mots. Marcher, c'est reprendre corps. Cesser de perdre pied ou de faire des faux pas, c'est se retrouver de plein pied dans son existence. Le chemin parcouru rétablit un centre de gravité qui s'était parfois défait au fil du temps, ou bien il le renforce en procurant des moments de plénitude. Il s'agit bien d'avoir les pieds sur terre au sens littéral et symbolique, et non plus d'être à côté de ses pompes. L'esprit bat la campagne en toute liberté. La marche est aussi un cheminement à l'intérieur de la pensée, de la mémoire, sans hâte, sans craindre d'être interrompu par un emploi du temps exigeant ou une sonnerie intempestive. Elle instaure une distance propice avec le monde, une transparence à l'instant. Elle plonge dans une forme active de méditation, de contemplation. Elle donne enfin sa pleine mesure à l'intériorité. C'est un détour pour rassembler les fragments épars, dispersés de soi. Elle élague aussi les pensées trop lourdes qui empêchent de vivre par leur poids de soucis. C'est une remise en ordre du chaos intérieur qui n'élimine pas toujours les sources de tension que nous pouvons avoir, mais elle change le regard sur elles. Et ça, c'est fondamental, évidemment. Laisser derrière soi son habitation pour une marche, même de quelques heures, est précisément une prise de distance, une manière de voir les choses autrement, de les laisser derrière soi, non pour les oublier, mais pour les remettre en perspective. En s'en éloignant, le marcheur intègre ses préoccupations dans un monde infiniment plus vaste, où soudain, tous ses soucis prennent une proportion mineure. Et quand il croyait ne plus y penser, une solution apparaît soudain, lumineuse. Plus brève ou longue, une marche est un chemin d'apaisement, de réconciliation avec le monde. Fermer la porte derrière soi, c'est se
en congé des tracas antérieurs et reprendre son existence en main. L'hypnose du passé douloureux cède à l'attention de ce qui est devant soi, aux modestes soucis du jour qui absorbent le reste. Là, je parle évidemment des personnes qui font des longues marches sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Une sorte d'homéopathie symbolique se révèle là aussi une formidable médecine. Hier encore, pour le marcheur, il y avait tant de choses à régler. Et soudain, à travers la marche, il n'y a plus de problème. D'une certaine manière, tout est résolu. Le marcheur est disponible aux rencontres, aux découvertes, aux transformations de soi. Ce nouveau contexte, qui est toujours changeant, au fil du chemin, au fil des rencontres, arrache à la fascination exercée parfois par les ennuis ou les choses à régler. L'esprit flotte d'une idée à une autre, d'un paysage à une odeur ou à un son, etc. Et une ample respiration revient soudain en lieu et place de la suffocation et du malaise. Et c'était déjà ça que vivaient les pèlerins du Moyen-Âge, il y a plusieurs siècles, surtout ceux qui marchent alors vers les hauts lieux de spiritualité, comme Saint-Jacques de Compostelle par exemple, des hommes ou des femmes, surtout des hommes évidemment, qui étaient animés par une foi débordante et par le désir de vénérer les reliques, mais beaucoup cheminent aussi pour demander aux saints une intercession, au regard des difficultés de leurs proches ou d'eux-mêmes. Et ça reste encore d'ailleurs pour un certain nombre de personnes qui marchent vers Compostelle. Demander une faveur, même pour des gens qui ne sont pas croyants. La conviction que se donner au saint va peut-être exercer en retour un don de guérison ou de protection pour certains de nos proches qui sont en grande difficulté personnelle. Et je suis toujours sur Saint-Jacques de Compostelle au Moyen-Âge. De nombreux pèlerins guéris à la suite d'un vœu ou en quête de soulagement, des lépreux, des vérolés, des épileptiques, ceux qui étaient atteints du mal des ardents et qui trouvaient éventuellement donc un soulagement, une guérison. Certes, ils attendaient une guérison du sein et non de la marche en elle-même, mais cette dernière, la marche, mobilisait leurs ressources vers une santé retrouvée. Elle était pour eux aussi déjà une école de renforcement du caractère, un apprentissage de la résistance à l'adversité. Une longue marche, dans tous les cas, et particulièrement aujourd'hui, nous en avons énormément besoin, une longue marche est toujours un chemin de guérison, surtout si elle est accomplie au cœur d'une tradition qui insiste sur cette vertu de transformation de soi. Mais je vais vous prendre quelques exemples de... C'était mon point de départ quand j'ai écrit mon 3e livre sur la marche, Marcher la vie. J'essayais de renouveler mon propos au regard des 2 livres précédents. Et j'avais fait énormément, enfin depuis le début de toute façon, j'ai fait énormément de rencontres avec des marcheurs qui me disent combien ils ont retrouvé le goût de vivre, combien ils ont guéri d'une dépression, d'une séparation douloureuse, d'un deuil qui n'en finissait plus. Un certain nombre ont guéri de pathologies, etc. Et j'ai eu envie de remettre tout ça en perspective, tout en parlant de la marche et du bonheur de la marche. Je vais vous raconter 2 ou 3 histoires à ce propos. J'ai beaucoup travaillé aussi sur la douleur. Et l'un des témoignages qui m'a le plus frappé, c'est celui de Claire. Claire, c'était une femme fibromyalgique, mais fibromyalgique de façon absolument tragique. C'est-à-dire qu'elle était imprégnée d'une douleur qui écrasait complètement son existence et qui lui donnait le désir de mourir. Et Claire, un jour, alors qu'elle a décidé de se tuer, elle regarde une émission de télévision, un reportage, un documentaire sur Saint-Jacques de Compostelle. Et elle se dit, sans savoir vraiment pourquoi, je vais y aller. Et elle part de la Belgique, ce qui double, enfin, presque double, enfin, ça fait un tiers du parcours en plus, enfin maintenant ça double carrément le parcours, et avec sa fibromyalgie, la voilà qui commence à marcher. Une semaine ou 2 après le début de son itinéraire, elle dit « Je n'avais plus mal nulle part ». Témoignage absolument fulgurant, mais qui montre combien la marche est aussi évidemment une activité de santé à tous égards, mais aussi de santé intérieure, de retrouvailles avec un goût de vivre qu'elle avait totalement perdu depuis bien longtemps, à nouveau un monde de perspectives, etc.
Une autre histoire que j'emprunte à Bernard Olivier, qui est un ami, donc je ne vous raconte pas quelque chose d'intime que je lui volerai. Bernard Olivier, c'est l'un des grands écrivains de la marche. C'est lui qui a écrit sur la route de la soie. Et Bernard Olivier, c'était il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, c'était à la fin des années 90, était à l'époque à la retraite. Sa compagne était décédée quelques mois auparavant, ses enfants étaient devenus grands. Il avait l'impression que sa vie était finie, que sa vie n'avait plus aucun sens. Et il est tellement perdu qu'il décide lui aussi de mourir. Et il se prépare. Il met dans son grenier, il passe une corde, etc. Et il avance son tabouret. Et voilà le téléphone qui sonne. Il est devant comment dire, cette espèce de cas de conscience vertigineux. Je réponds ou pas? Finalement, il va répondre. C'est un ami qui lui dit Bernard, t'es là, je suis dans les parages, si tu veux, on peut aller prendre un pot. Il réfléchit un moment et il dit oui, d'accord. Dans les jours qui suivent, donc il ne se tue pas, dans les jours qui suivent, il décide de partir à Compostelle, lui aussi. Pas du tout dans une perspective religieuse, c'était pas du tout le cas non plus de Claire d'ailleurs. Bernard Olivier part justement pour laisser derrière lui tous ces tracas, cette espèce de turbulence intérieure. Et au fil du chemin, Bernard Olivier va également retrouver le bonheur de marcher, le bonheur de vivre. Et c'est là où, au retour de Compostelle, il aura été tellement émerveillé de sa longue marche qu'il décide de faire une marche inouïe, de partir d'Istanbul jusqu'en Chine pour refaire le parcours de la route de la soie. Bien entendu, aujourd'hui, ce parcours est absolument impensable au regard de tout ce qui ravage le Moyen-Orient, etc. Il l'aurait pas fait. Bon, déjà, si vous lisez Longue Route, vous allez voir que Bernard Olivier vit des moments assez compliqués dans un certain nombre de pays qui le croisent. Mais là, voilà. Là, vous avez encore un bel exemple d'une marche comme une renaissance, une remise au monde. J'aurais énormément de cas comme ça à vous raconter. Donc je vous l'ai dit, des personnes qui sortent d'un cancer, par exemple. Ça, c'était Gaël Delabrosse, que j'aime beaucoup, qui a écrit quelques livres aussi sur Saint-Jacques, d'ailleurs, et qui s'est réconciliée avec le monde, avec la vie, en entamant elle aussi une longue marche après la rémission de son cancer. Mais il y aurait tellement d'histoires à raconter en la matière. C'est pourquoi pour moi la marche est donc une forme toujours de guérison. Et vous savez également que dans le monde du travail social aujourd'hui, la marche est énormément utilisée avec des mineurs délinquants, des mineurs qui ont des problèmes avec la justice, et le juge pour enfants peut proposer à ces tout jeunes soit une peine de prison ou l'enfermement dans un système, dans ces centres d'accueil fermés des adolescents qui ont des problèmes avec la justice, ou alors une longue marche, avec notamment l'association Seuil, qui a été créée justement par Bernard Olivier, sur les droits d'auteur de ses livres, l'association Seuil qui propose une très longue marche sur 2-3 000 km dans une autre langue. Le jeune doit être confronté à l'espagnol, à l'italien, à l'allemand, etc. Donc ce sont des très longues marches avec une personne accompagnante, un ado, une ado, et une personne accompagnante, sous l'égide évidemment de l'association Seuil, avec un dispositif de contrôle. On vit dans une société politiquement correcte où jamais on ne confierait un enfant à un adulte pendant si longtemps, mais il y a tout un dispositif de contrôle. Et là, comme je suis un ami de Bernard Olivier, je suis cette aventure depuis le début. Ça date depuis le début des années 2000. C'est vraiment un moment merveilleux pour ces enfants qui étaient des porteurs de murs et qui n'avaient pas d'autre horizon que le vol ou l'agression et autres. C'est un moment de réconciliation avec le monde qui stupéfie les parents, qui stupéfie l'entourage, voilà, et qui est une forme de remise au monde, de renaissance, etc. Bon. J'ai oublié de vous dire que ces jeunes partaient sans portable, sans musique.
C'est le retour à la conversation, à la parole, entre un adulte et un enfant, enfin un adolescent en l'occurrence. Voilà. J'espère que je ne déborde pas mon temps. Il me reste du temps, Anne-Sophie. Non, c'est bon, il vous reste 15 minutes. Ah oui, c'est bon. Il vous reste ce dont vous avez besoin. Je continue ma flânerie. Allez-y. Marcher donc implique de réduire l'usage du monde à l'essentiel. Le chargement à emporter doit être restreint à l'élémentaire d'une poignée de vêtements, d'ustensiles. Enfin, là, je parle plutôt des personnes qui font une longue marche, hein, évidemment. Une poignée de vêtements, d'ustensiles, de quoi faire un feu, ne pas mourir de froid, des instruments pour se repérer, de la nourriture, éventuellement un livre, etc. Si vous marchez pour quelques heures, pas besoin de grand-chose. Je vous déconseille de prendre un sac à dos trop lourd, parce qu'au bout d'un moment, on le sent quand même passer. Le superflu se compte ici en peine, en sueur, en colère parfois. La marche est dépouillement de soi. Elle révèle la personne dans un face-à-face avec le monde. Elle est une voie de déconditionnement du regard. Elle fraye un chemin, non seulement dans l'espace, mais aussi en soi. Elle mène à parcourir les sinuosités du monde et les siennes propres dans un état de réceptivité, d'alliance. Géographie du dehors qui rejoint celle de l'intériorité, en la libérant des contraintes sociales ordinaires. Je cite un marcheur, un écrivain suisse qui s'appelle Gustave Roud et qui écrit « La belle route, couleur de lavande, pâlit à chaque seconde. Personne ne l'a suivie. Elle est aussi née avec le jour. Et c'est vous que ce village là-bas attend pour s'éveiller à l'existence. » Fin de la citation. Edward Abbey, un grand auteur américain qui s'est beaucoup battu aussi pour l'écologie et pour les parcs nationaux aux États-Unis, qui est beaucoup traduit en français. Abbey, ça s'écrit A-B-E-Y. Je le recommande, c'est un merveilleux auteur également. Je le cite, il écrit « Chaque fois que je regarde à l'intérieur d'un de ces petits canyons secrets, je m'attends un peu à voir non seulement le peuplier de Frémont dressé sur sa minuscule source, le dieu feuillu, le liquide du désert, mais aussi une couronne de lumière flamboyante, couleur d'arc-en-ciel, esprit pur, être pur, pure intelligence, désincarnée, prête à prononcer mon nom. » Fin de la citation. Vous voyez, c'est ce que j'aime bien appeler l'esprit des lieux, le génie des lieux, le sentiment complètement intuitif, évidemment, que vous étiez attendu sur cette colline, que vous étiez attendu dans ce paysage. J'ai parfois éprouvé ce sentiment-là, on a l'impression que toute notre vie culmine à cet instant-là, où vous arrivez là, dans cette lumière, et ces odeurs, ce silence. Voilà. Vous êtes peut-être avec votre compagne, votre compagnon, vos enfants, je ne sais pas. Mais il y a un moment de grâce. Hein. C'est difficile de ne pas nommer autrement. Et c'est ce que je décris très très bien là-dedans. Enfin, j'aurais pu citer plein d'autres auteurs, évidemment, mais c'est ce que décrit très bien Gustave Roud ou bien Edward Abbey. Si pour les Tibétains, les obstacles en cours du chemin, comme par exemple le froid, la neige, la tempête, la grêle, la pluie, l'école redoutable, etc., tous ces obstacles pour les Tibétains donc, sont l'œuvre des démons, des esprits, désireux d'éprouver la sérénité des pèlerins. Peut-être leur rendre plus nécessaire leur parcours. Peut-être faut-il aussi concevoir, pour nous, occidentaux, peut-être faut-il concevoir que les épreuves dispensées sur la route du voyageur sont des bornes milliaires de sa progression intérieure vers le cœur battant des choses qu'il ignore encore. Voilà, le sentiment de découvrir que le monde est vivant. J'ai beaucoup parlé évidemment avec des gens qui revenaient de Compostelle. J'ai toujours été émerveillé par leur regard lumineux, quand ils racontent des anecdotes, quand ils racontent des rencontres, etc. Vous avez l'impression que tout d'un coup ils décollent. Ils sont plus tout à fait devant vous, ils sont dans une sorte de grâce intérieure, d'illumination. Voilà, donc il y a vraiment des retrouvailles avec soi qui sont un peu miraculeuses pour certaines personnes. J'ai cité Claire, j'ai cité Bernard Olivier, des personnes qui partent en pleine déroute et qui trouvent une forme de renaissance au cours du chemin.
La marche donc mène à des moments où le monde s'ouvre sans réticence et se révèle sous un jour émerveillé, seuil, parfois, d'une métamorphose personnelle. En le découvrant pas à pas, et à hauteur d'homme, comme on dit, à hauteur de femme, on pourrait dire aujourd'hui, à hauteur d'homme ou de femme, le marcheur se met en situation de se découvrir soi dans la brûlure des événements dont il ne saurait prévoir toutes les péripéties, car de même que l'existence, une marche est faite de plus d'improbables que de possibles. Quand vous démarrez une marche, même de quelques heures, vous ne savez jamais trop ce que vous allez découvrir en cours de route. Et si c'est une marche qui va durer des semaines ou des mois, alors là, vous êtes sûr de rentrer profondément transformé. Je cite à nouveau Peter Mathiesen dans ce livre magnifique, Le Léopard des Neiges. Il écrit, je cite, « Pendant 2 heures encore, je peine, je souffle, je grimpe, je glisse, je me hisse, je halète, épuisé comme une bête, tandis que là-haut, les drapeaux de prière claquent dans le couchant qui embrase le roc gelé, illuminent le ciel dur d'une lumière blanche. Les ombres des drapeaux dansent contre les parois immaculées des traînées de neige. Et puis me voilà, de nouveau au soleil, sur le dernier des grands cols. J'enlève mon bonnet de laine pour que le vent me rafraîchisse les idées. Je tombe à genoux, fou de joie, mort de fatigue, sur une étroite arête entre deux mondes. » Fin de citation. Peter Mathiesen, donc c'est sa marche dans le Dolpo au Népal, en plein Himalaya. Dans l'usure de la marche, il y a parfois assez de puissance et de beauté pour que se dissolve la souffrance qui a présidé au départ, pour certains en tous les cas. Une souffrance lavée au contact des chemins, érodée dans la nécessité de la progression. Au fil du temps grandit l'appel à la métamorphose de soi, au dépouillement, à une remise au monde, qui requiert l'alchimie de la route et d'un corps qui s'y confond. Noce heureuse, exigeante, de l'humain, du marcheur et du chemin. Je cite Thierry Guinut, qui marche sur le mont du Cantal en France et qui écrit, je cite, « Même si ce col était un aboutissement, un lieu ouvert et propice enfin à la contemplation, il était aussi une invite à mon dépouillement, porte d'herbe, d'air et de pierre de l'autre paysage et de l'autre moi, le frémissement de mes jambes, la palpitation au cœur de mes regards, le souffle inhalé, mangé au passage de ce col, semblait me charger de la tension et de la puissance d'un homme autre. » Fin de la citation de Thierry Guinut. Il y a une dimension très initiative. Je suis anthropologue, donc j'ai souvent travaillé sur les rites d'initiation, les rites de renaissance et autres. Je trouve que la marche est vraiment un haut lieu de la renaissance de soi, donc d'une sorte de passage initiatique. Il y a vraiment un avant et un après, surtout dans les longues marches, évidemment. Si on va marcher quelques heures, ça fait énormément de bien. Parfois, on vit des moments de grâce, mais évidemment, quand on marche plus longtemps, pendant des semaines ou des mois, c'est tout l'univers intérieur qui change complètement. Donc la marche est parfois mémoire retrouvée, non seulement à cause du loisir qu'elle laisse de méditer sur soi au fil de la flânerie, mais aussi parce qu'elle trace parfois un chemin qui remonte le temps et libère bien des réminiscences. Quand on marche comme ça, il nous arrive souvent de penser à nos défunts. Il y a des sortes de prières intérieures où on se dit si lui, si elle, s'il était là, si elle était là, voilà, et où on pense même, on a des espèces de prières profanes envers ceux qui ne sont plus, et avec qui parfois on a marché déjà, ou avec qui on aurait aimé marcher. Voilà, ça, la marche libère l'intériorité à tous égards. Elle fabrique du sens, donc qui permet de retrouver l'évidence du monde. Elle est un remède contre l'anxiété ou le mal de vivre. On marche souvent pour retrouver un centre de gravité après avoir été jeté à l'écart de soi. Le chemin parcouru est un labyrinthe qui suscite découragement et lassitude parfois, mais dont l'issue tout intérieure est parfois retrouvaille avec le sens, avec la jubilation d'avoir renversé l'épreuve en sa faveur, quand on est confronté notamment à la pluie, à la neige, quand on s'est perdu dans la forêt et qu'on a peur de passer la nuit dehors, etc. Bon, voilà. Il y a ces moments aussi qui sont très initiatiques, parce que ce sont des traversées symboliques de la mort, on pourrait dire. Et soudain, on se retrouve le lendemain
indemne. Et on a vécu parfois de grands moments. Voilà. La chance du marcheur est de continuer à faire corps à son existence, garder le contact physique avec les choses, voilà, en se saoulant parfois de fatigue, en se donnant des objectifs minuscules mais efficaces, comme d'aller là-bas plutôt qu'ailleurs. Le marcheur aussi contrôle son rapport au monde. La marche se fait alors initiatique, transformant le malheur en chance. L'alchimie des routes emplit son éternelle tâche de modifier l'humain, de le remettre sur le chemin de son existence. La traversée, je me répète un tout petit peu, mais bon, c'est pas très grave. La traversée d'une épreuve morale trouve dans l'épreuve physique qu'est la marche un antidote puissant qui modifie le centre de gravité. En plongeant dans un autre rythme, marcher une dizaine, une vingtaine, une trentaine de kilomètres par jour, ou marcher simplement quelques heures, un dimanche où on a du temps devant soi, en plongeant dans un autre rythme, une relation nouvelle au temps, à l'espace, aux autres, par ses retrouvailles avec le corps, avec les sens, voir, entendre, goûter, toucher, etc. Le sujet restaure sa place dans le monde, il relativise ses valeurs, il reprend confiance en ses ressources propres. La marche rétablit dans le goût de vivre et aussi à l'intérieur du lien social. La réconciliation avec le monde est toujours inhérente au chemin. L'environnement est une enveloppe protectrice, une étoffe heureuse à la disposition sensorielle du marcheur. Une constellation de données soutient le marcheur dans la reconquête de soi. D'où le sentiment de renaissance de ceux qui se lancent sur les routes en pleine dépression, en deuil, dans les affres d'une séparation douloureuse, un chômage durable, ou même une maladie chronique, ou encore le désir d'une autre vie. Le chemin a franchi également des routines de souffrance, en rompant un moment avec l'entourage et avec tout ce qui rappelle la situation malheureuse. Une longue marche est souvent ce que le grand historien Alphonse Dupron appelait une thérapie d'imprégnation par la fatigue. Une thérapie d'imprégnation par la fatigue. Le marcheur laisse derrière lui la zone de turbulence qui l'éloigne d'un monde où il ne se reconnaissait plus. Il retrouve au fil des jours un centre de gravité. Il n'est plus occupé des soucis qui l'encombraient. Il est en pleine disponibilité, ouvert à ce qui vient, aux rencontres, aux paysages. Il ne tournoie plus autour du gisement douloureux de ses difficultés. Il rompt le cercle. La traversée de lieux est différente, avec la lenteur inhérente au fait de marcher, l'attention à l'environnement, est une manière de se multiplier, de connaître des modulations multiples de soi, comme si le lieu était un révélateur chimique des couches d'identité qui sont contenues en chacun de nous. Certes, malgré ces échappées belles, hors des impératifs de nos sociétés ultralibérales, la marche ne change pas le monde. Elle offre plutôt un abri pour se reconstruire, guérir de son mal de vivre pour les uns ou pour les autres, continuer à se sentir heureux dans la jubilation d'être soi. La marche donc n'épargne pas le retour à un univers social ou professionnel, souvent difficile ou politique, souvent difficile à soutenir. Elle traduit le désir de sortir des routines quotidiennes. Elle est une parenthèse heureuse, propice au renouvellement du rapport au monde. Elle rappelle le prix des choses sans prix, sans lesquelles l'existence serait morne et sans perspective. Le prix des choses sans prix, je veux dire par là que les choses qui sont les plus essentielles à nos vies ne relèvent pas du besoin, mais plutôt du désir. Il y a toujours quelque part, pas loin de chez nous, il y a toujours une forêt, un littoral, la mer, un désert, un espace où se retrouver, un enracinement propice, un recours pour ne pas se perdre, un lieu où l'on se sent enfin à sa place. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je suis avec vous pour dialoguer si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde va prendre son billet pour Saint-Jacques après vous avoir écouté. Il y a Monsieur Robert qui voulait prendre la parole. Oui, ok. Oui, je voulais poser une question, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'écrivain Monsieur Bernard Olivier,
Oui, qui a écrit un livre qui s'appelle La vie commence à 60 ans. absolument. Oui, oui. Et donc, la question que je me pose, il y a peut-être une différence entre les petites marches et les longues marches. Est-ce Oui. que pour pouvoir faire des longues marches, il faut du temps? Et est-ce que la retraite est un moment propice pour Oui. effectivement réaliser? Non, vous avez raison. Je crois que quand on est dans un univers professionnel, ce qui est quand même beaucoup mon cas encore aujourd'hui, c'est vrai que les marches de quelques heures, voire éventuellement de quelques jours, sont les plus propices parce que c'est parfois difficile de décrocher de son univers professionnel pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis s'il faut marcher avec le portable toujours dans la poche et répondre, ça n'a plus de sens, quoi. Dans ce cas-là, autant rester chez soi, c'est plus confortable. C'est vrai que la plupart des marcheurs aujourd'hui sont des hommes ou des femmes à la retraite, hein. C'est d'ailleurs assez typique quand il nous arrive de faire des moments de signature dans les librairies ou dans les salons, ou de faire des conférences éventuelles. Je m'aperçois que souvent les marcheurs ont une moyenne d'âge qui tourne autour de 50, soit, je dirais plus de 60 ans. Voilà, et sont des hommes ou des femmes disponibles qui la plupart du temps ont fait des longues marches, et d'ailleurs reviennent de Compostelle ou s'apprêtent à y aller, ou sont sur la Francigena ou d'autres ou inventent d'autres lieux d'ailleurs. Oui, il faut avoir du temps, il faut avoir un horizon devant soi. Et c'est vrai que le moment de la retraite est vraiment merveilleusement propice parce que on avait une vie très occupée, voilà, puis tout d'un coup, enfin, non pas qu'il n'y ait plus rien, mais il y a une espèce de il faut retrouver le goût de vivre. Et c'est vrai que la marche, à ce moment-là, la longue marche est vraiment un moment formidable pour retrouver le bonheur d'exister, la rencontre avec les autres, parce que vous le savez bien, la Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un moment de sociabilité, d'amitié, d'amour même. Il y a des amours qui se font et qui se défont, hein, sur les routes de Compostelle. Parce que sur les gîtes ou ailleurs, sur les chemins, vous croisez beaucoup les mêmes personnes, vous parlez avec elles, vous nouez des amitiés, voilà. Et puis aussi, ce qui est merveilleux pour Compostelle, quand on est sur Compostelle ou sur la Francigena ou ailleurs, c'est cette dimension cosmopolite, internationale finalement. Sur les chemins de Compostelle, par exemple, vous avez des bouddhistes, des musulmans, des juifs, des protestants, des catholiques, des gens qui se moquent complètement de l'existence de Dieu ou des dieux, des gens qui ont 20 ans ou 15 ans, ou qui en ont 70 ou 80, des gens qui sont en VTT ou avec une roulotte, qui sont en famille ou qui sont tout seuls, qui sont en couple. Bon, c'est un univers assez extraordinaire. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un univers complètement saisissant, quoi. Je rêve parfois que nous autres marcheurs, nous soyons des pionniers en quelque sorte d'un autre monde où on est enfin attentif aux autres, dans la solidarité, dans la civilité, dans la conversation, dans le partage, la découverte, etc. Autant de valeurs qui désertent quand même énormément nos grandes villes en tous les cas, et même nos campagnes. Voilà, c'est pour ça que je vois la marche comme un moment de parenthèse. Et quand on a la chance d'être à la retraite, c'est vrai que c'est bien d'en profiter pour multiplier les longues marches, non seulement d'ailleurs en France ou en Europe, je veux dire, mais Canada, les États-Unis ou ailleurs, en Asie, au Népal. Ouais. Il y a tellement d'endroits qui nous attendent, qui nous tendent les bras. Donc voilà, je suis profondément d'accord avec vous. Et je pense que, comme Bernard, que la vie commence aussi peut recommencer en tous les cas à 60. Merci. 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 Je laisse la parole à Sophie Hoyer. Oui. Oui, bonjour. Ben moi, d'abord, je Oui. voulais vous remercier pour votre conférence. Je me retrouve totalement dans ce que vous avez décrit. Alors, je suis pas à la retraite, mais l'année dernière, je suis partie 42 jours. J'ai fait la traversée des Alpes à pied. Ah oui, bravo. Merci. Je ne l'ai pas fait dans le sens orthodoxe, puisque souvent les gens le font du nord au sud. Et moi, j'ai fait l'inverse. Oui. Euh, C'était très beau, ça m'a permis aussi d'éviter de rencontrer tout le temps les mêmes personnes, comme vous le Oui. disiez. Oui. C'est vrai que quelqu'un qui fait un cheminement toujours dans le même sens peut nouer des amitiés. Moi, j'aime marcher seule, j'étais bien Oui. seule Oui. et j'avais pas trop envie d'avoir un esprit grégaire. J'ai pas l'esprit grégaire. Voilà. Et donc, merci beaucoup parce que vous traduisez très très bien beaucoup de choses ressenties. J'ai pas réussi à avoir le décrochage avec le téléphone comme vous le dites parce que je prenais beaucoup de photos. Tout était beau, tout était Ah oui. merveilleux. Donc voilà. Et je voulais aussi vous remercier pour les conseils lecture. Je vois que je suis pas la seule à avoir apprécié parce que ça ouvre de nouvelles pistes.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ben, déjà, il faudrait dire que c'est pas facile pour une femme seule de marcher. Il y a quand même, faut prendre ses précautions. Ça m'arrive de croiser des femmes justement qui aiment les chemins de Compostelle ou la Francigena ou autre, parce qu'il y a du monde. Et donc, c'est une manière de se sentir un peu protégée. Mais il y a aussi bon nombre de femmes qui marchent seules et qui savent se protéger, qui se débrouillent. Voilà. Et sinon, la marche en solitaire, évidemment, elle a été prônée par de nombreux écrivains marcheurs notamment. Elle est une manière de retrouver son intériorité. C'est vrai que des marches comme celle de Saint-Jacques ou de la traversée des Alpes, dans le sens que vous évoquez, il y a énormément de rencontres. Il faut souvent dire. C'est pour ça que j'aime moins, par exemple, en Alsace, le chemin des Crêtes. Sur le chemin des Crêtes, il y a un monde fou, alors que si vous êtes sur d'autres sentiers vosgiens, vous rencontrez très peu de monde et c'est plus propice. Quand on dit bonjour en permanence, au bout d'un moment, on en a un peu marre et en même temps, ça fait partie de la civilité quand même des marcheurs. Alors bon, c'est bien de retrouver aussi son intériorité. Moi, je suis un peu dans les deux. C'est surtout quand je marche en ville, après avoir donné une conférence ailleurs, que ma compagne n'est pas là, j'aime beaucoup me perdre dans les villes pendant des heures et des heures. Voilà, mais sinon, je marche davantage avec ma compagne. Mais finalement, marcher en couple, c'est aussi une manière de se retrouver, hein, d'être seul aussi, seul ensemble d'une certaine manière, mais ensemble avec beaucoup dans le partage quand même. Hein, c'est un peu différent de marcher dans les clubs de marche, où là, dans les clubs de marche, dans les campagnes, etc., c'est fondamental pour la convivialité, la sociabilité, pour partager des gâteaux ou des sandwichs. C'est moins propice, évidemment, quand on est un marcheur, qu'on est habitué à être autonome, parce qu'il faut souvent s'attendre, on est souvent pris dans des conversations qui ne nous intéressent pas trop, mais par amitié, on continue à les tenir. Voilà. Donc, la marche en solitaire est très précieuse, surtout dans nos sociétés contemporaines, où on est ravagé par la communication. Ouais, merci. Mathilde, merci. Mathilde, je te laisse la parole. Merci Anne-Sophie et merci beaucoup Monsieur Le Breton pour cette très belle conférence et cet éloge à la lenteur. Je plus sois mes collègues, c'était vraiment très, très agréable de vous écouter ce matin. J'ai 2 questions à vous poser parce que j'aimerais bien avoir votre avis. Je suis aussi universitaire, enfin j'ai été universitaire, j'étais géographe, je suis géographe et Ah oui, d'accord. dans ma discipline, la marche c'est une méthode de travail Ah et oui, donc absolument. je voulais savoir si c'était un petit peu pareil en sociologie et quels sont les apports de la marche d'un point de vue théorique et d'un point de vue universitaire pour vous. Oui. Et ma deuxième question, elle est presque un peu taquine, c'est parce que moi je suis évidemment une marcheuse convaincue, mais je me posais la question d'avoir votre avis sur justement le fait que ce soit une discipline, on va dire, qui se démocratise de plus en plus Oui. et qui peut-être parfois connaît aussi un certain nombre de limites. Je Oui, c'est vrai. pense par exemple à la surfréquentation dans les calanques chez nous et au fait que certaines personnes ne prennent pas toujours grand soin de l'environnement Oui, ou oui. à ce qu'on a pu voir aussi récemment, la surfréquentation de sommets comme l'Everest par exemple, qui crée de vraies catastrophes humaines parfois. Oui, oui. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Alors c'est vrai que la géographie, c'est l'éloge de la marche. D'ailleurs, je pense à mon ami Thierry Paco, que vous avez dû lire, ou peut-être avoir comme prof, je ne sais pas. Mais Thierry est aussi un grand marcheur urbain, mais aussi ailleurs. Voilà. Donc oui, la marche est une méthode, en effet, pour les géographes. L'est-elle pour les sociologues? Ça dépend. Mes livres sur la marche, ce ne sont pas des livres d'universitaires, hein, quand même, parce que je me moque des statistiques ou autres. Plutôt, ce sont des livres sur l'expérience de la marche, dans un débat avec d'innombrables écrivains marcheurs ou marcheurs écrivains, voilà, où je parle souvent de ce que j'ai ressenti moi-même sur tel ou tel chemin. Je ferai quand même une différence entre mes livres sur la marche, ou sur le vélo d'ailleurs. C'est pareil, la sociologie du vélo, je m'en moque un peu. C'est plutôt le plaisir de se déplacer en vélo dans nos grandes villes où on va tellement plus vite, où on est tellement plus heureux qu'en voiture. Alors que mes livres de sociologues sur la marche, sur le visage, sur la communication ou ailleurs, non, là c'est davantage fondé sur des interviews,
des rencontres. Là, on est davantage dans... C'est pas l'humanité assise, évidemment, mais en tous les cas, on est quand même plus ou moins assis avec les personnes qu'on interroge ou autre. Donc pour moi, c'est un petit peu différent quand même. Voilà. Et puis, je suis profondément d'accord avec vous sur la démocratisation de la marche. À la fois, c'est une bonne chose, mais en effet, il y a des gens qui ne sont pas du tout à la hauteur de leurs responsabilités. Et on rencontre souvent sur les sentiers des bouteilles en plastique ou des déchets que les gens ont laissés carrément sur place, tout un tas de choses comme ça. On voit aussi des gros chiens en liberté, ce qui est absolument effrayant pour beaucoup de marcheurs, hein. Même parce qu'il y a quelqu'un à 200 mètres derrière qui crie « il n'est pas méchant, il n'est pas méchant ». Quand vous avez vu le molosse foncer sur vous, vous avez quand même eu des sacrés battements de cœur. Et puis en plus, en principe, les chiens en liberté sont interdits dans les forêts, parce que ça fait très peur aux animaux, et c'est pas très chouette d'un point de vue écologique, hein. Non, il vaut mieux, quand on a un chien, malheureusement, vaut mieux le tenir en laisse pour éviter d'effrayer les autres marcheurs ou effrayer les animaux. Mais la surfréquentation, oui, je la vois. C'est pour ça, d'ailleurs, je parlais des chemins des crêtes, parce que c'est un endroit merveilleux, mais il vaut mieux y aller en hiver ou en pleine semaine où il n'y a pas grand monde. Je préfère aussi les sentiers on ne sait plus très bien sur quel pied danser, d'ailleurs. Toutes les choses qui étaient tellement belles, et je me rappelle que je découvrais quand j'étais ado ou quand j'étais tout jeune, ces endroits merveilleux sont aujourd'hui quasiment impossibles, parce qu'il y a tellement de gens qui sont... Une anecdote quand même que je vais vous raconter, j'en parle dans mon livre sur la fin de la conversation, parce que pour moi c'est typique aussi du monde d'aujourd'hui. Même dans ces hauts lieux de la beauté du monde, il n'y a plus moyen parfois d'être dans ces lieux, hein. L'anecdote que je vous raconte, c'était peut-être l'un des plus beaux endroits du monde, ce sont les chutes d'Iguassou, entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Un univers d'une beauté absolument époustouflante. C'est 100 fois plus fort que les chutes américaines le nom m'échappe, mais qu'on connaît tous, près de Toronto. Bon, peu importe, c'est pas grave. Avec ma compagne, redites-moi. Les chutes du Niagara. Du Niagara, voilà, excusez-moi. Voilà, avec ma compagne, donc nous cheminions là. Il y a beaucoup d'endroits, hein, pour regarder les chutes, hein. Il y en a des dizaines et des dizaines, mais l'endroit qui est le plus spectaculaire, il y avait une foule de vent quand nous sommes arrivés. Mais tenez-vous bien, une foule qui tournait le dos aux chutes. Parce que chacun était en train en selfie ou en train de discuter avec des amis parisiens ou marseillais en disant « mais c'est super si tu étais là ». Personne qui n'est pas là, je préférerais jamais être interpellé comme ça. Voilà. Et donc il a fallu jouer des coudes pour arriver enfin devant les chutes avec une ou deux personnes qui les regardaient avec admiration, toutes les autres qui avaient le dos tourné devant elles. Voilà. Ça, pour moi, c'est la caricature de la surfréquentation d'aujourd'hui, où on n'est plus avec le génie des lieux, d'une certaine manière, mais on est dans la profanation, dans les deux sens du terme, parce que c'est l'univers profane, c'est plus l'univers sacré, et on profane comme quand on veut briser des symboles religieux. Voilà, donc je partage tout à fait votre sentiment. C'est pourquoi d'ailleurs dans les Vosges, je préfère marcher dans les endroits où il n'y a pas grand monde, où on croise. Là où on marche, on croise 1 ou 2, 3 marcheurs en cours de route, des couples, de temps en temps des enfants, mais pas grand monde, alors que les hauts lieux fréquentés, c'est parfois un peu agaçant. Et même d'ailleurs, pour trouver une place dans les fermes auberges, dans ces périodes de l'été, c'est pas facile, parce que si vous n'avez pas réservé, si un groupe arrive avec 30 personnes, là, vous êtes coincé. Il n'y a plus de place dans l'espace. Bon, alors, je sais pas. En même temps, c'est prétentieux de ma part, évidemment, d'être un peu critique envers ça, parce que tout le monde a le droit de marcher. Par contre, évidemment, on n'a pas le droit de souiller l'environnement. Parfois, ça traduit une révolte. On voit ça aussi dans les quartiers populaires ou ailleurs. Forme de révolte stupide contre la violence de l'environnement. Là, en l'occurrence, des gens qui se moquent également de l'écologie ou autre. Je sais pas, je ne sais trop quoi dire. Enfin, si, je suis contre ces gens-là, mais comme de toute façon, on les voit jamais, parce que ce sont des fauchetons, évidemment. Ils ne vont pas laisser un sac derrière eux quand il y a d'autres marcheurs qui sont dans les parages. Donc, on est un peu embêtés à cet égard.
Puis on ne va pas non plus policer la forêt avec l'ONF, avec des gens qui seront sur notre dos en permanence pour savoir si on a ramené nos déchets. Donc, voilà, c'est la rançon en quelque sorte de cette banalisation de la marche, mais elle est un peu désagréable. Merci, merci beaucoup. Merci. Monsieur Le Breton, moi j'avais une question en attendant la Oui. prochaine sur ce besoin de marcher, si c'est pas un besoin de marcher pour prendre des photos pour mettre sur les réseaux sociaux, mais bien un besoin de marcher pour se reconnecter ou plutôt se déconnecter. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de randonneurs en France, 8 millions de Français, je crois, vous avez cité Oui. ce chiffre. On comprend à vous entendre que c'est quand même lié à l'époque, ce besoin de se déconnecter, de se reconnecter à soi, à la nature, pour aussi guérir de ces maux, quels qu'ils soient, physique, moral, voilà. Depuis quand? Et puis vous avez dit au tout début de votre conférence, vous avez expliqué que depuis toujours l'homme marche, Oui. qu'il est doté des mêmes capacités, de la même résistance, etc. Comment dater? Est-ce que vous arrivez à dater la période à partir de laquelle la marche, la randonnée est devenue un besoin plus pour guérir qu'un besoin finalement pour se déplacer? Alors oui, tout à fait. Pour ma part, d'abord, la marche est une forme de résistance, hein. C'est-à-dire on retrouve le corps, on retrouve la conversation, on retrouve la lenteur, on retrouve la disponibilité avec nos proches, on retrouve aussi la disponibilité avec le monde environnant, on retrouve les animaux qu'on ne voit plus du tout dans nos villes ou dans nos campagnes. J'en oublie sans doute, mais vous voyez combien la marche est vraiment une forme de résistance à toutes les valeurs néolibérales qui nous écrasent dans le monde d'aujourd'hui. Donc pour moi, tout démarre vraiment dans les années 90. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a une tradition de la marche dans les Alpes, dans les Vosges, au Canada, aux États-Unis ou autres, où on n'a pas attendu ces années-là pour avoir par exemple des grands livres de marche. Le Népal, hein, je me rappelle dans mes premiers voyages au Népal ou en Inde, il y avait des tonnes de gens qui partaient, ça s'appelait du trekking à l'époque. Voilà. Toujours ce besoin aussi d'américaniser des choses élémentaires. Le trekking, c'est simplement des longues marches sur les sommets. Bon, on appelle ça du trekking, ça fait plus sérieux, j'imagine, je ne sais pas. Mais je me souviens de ces marcheurs qui étaient à 20, 30, 40, parfois un peu agaçants dans les hôtels pas très insonorisés de là-bas et qui se levaient parfois à 5 heures du matin, un grand cri dans les couloirs. Voilà, donc il y a une tradition de la marche qui est assez ancienne. En Grande-Bretagne aussi, j'oubliais les Anglais qui étaient aussi des marcheurs. En France, c'était un peu plus rare quand même. Et c'est vraiment dans les années 80, au début des années 90 qu'on voit cette démocratisation. D'ailleurs, regardez les chemins de Compostelle. Au début des années 80, dans les années 80, ils n'existent plus quasiment. Il y a deux journalistes, Barré et Gurgan, qui ont écrit un livre sur les chemins de Compostelle et qui racontent que le chemin est interrompu à d'innombrables endroits. Il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés, qui ont privatisé des espaces publics. Puis comme rien n'a été entretenu, ils ont parfois énormément de mal à circuler. Autre anecdote que racontent Barré et Gurgan, ils sont arrêtés par la police à plusieurs reprises parce qu'ils sont dénoncés par des villageois qui sont choqués de voir deux types qui avancent avec leur sac à dos, voilà, et qui sont soupçonnés donc d'être des voleurs. Vous voyez, dans ces années, fin des années 80, il y a un soupçon sur les marcheurs. Même Jacques Lacarrière. Jacques Lacarrière, qui est un grand marcheur précurseur lisez Chemin faisant, un merveilleux livre de marche des années 80. Jacques Lacarrière va partir des Vosges, je ne sais plus quelle ville des Vosges, peu importe. Il va traverser la France pour arriver justement dans le sud. Je ne crois pas qu'il arrive à Marseille, mais dans les parages en tous les cas, et il raconte son périple. Et à un moment donné, il est dans un village, on est donc courant 80. Il demande à un villageois, et si je prends par la forêt là-bas, est-ce que vous pensez que je vais retrouver le chemin, etc. Et le villageois lève les bras au ciel et lui dit, mais vous êtes fou, vous n'allez quand même pas traverser le bois, personne n'y va jamais. Et si vous arrive quelque chose? Vous voyez, aujourd'hui, on ne se pose plus du tout ces questions-là parce que les forêts sont ultra fréquentées dans beaucoup d'endroits en tous les cas.
Début des années 90, c'est un peu le début des chemins de Compostelle. Il y a quelques dizaines de personnes qui partent et qui vont s'aventurer. Et plus on avance dans les années 90, plus il y a du monde. À la fin des années 90, je crois, il y a déjà 200 000 personnes qui commencent à marcher. Et aujourd'hui, combien? 500 000. On est aussi dans la surfréquentation. Dans un sens ou dans l'autre, parce que même les gens qui reviennent de Compostelle ont souvent été tellement émerveillés qu'ils reviennent à pied aussi. Donc il y a pas mal de gens qui sont à contresens des chemins de Compostelle. Mais il y en a énormément qui cheminent vers Saint-Jacques. 500 000 en moyenne chaque année. Bon, voilà. Ça dit tout. Et au début des années 2000, c'est le moment où il y a soudain un engouement pour la marche. C'est le moment justement où Bernard Olivier et moi, on s'est rencontrés. Parce qu'on avait été à l'époque 2 auteurs à publier sur la marche, à une époque où, à part la carrière et les Américains, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, ce qui fait que Bernard Olivier et moi, on s'est lus mutuellement, on s'est beaucoup apprécié, on a eu l'occasion de se rencontrer dans des salons littéraires et autres. Voilà. Et puis à partir aujourd'hui, vous avez des centaines et des centaines et des centaines de livres de marche sur des parcours particuliers où des marcheurs racontent ce qu'ils vivent en partant de telle ville à telle autre, etc. Voilà. Ça dit aussi cette démocratisation de la marche, cette banalisation de la marche, mais en même temps, ce désir éperdu de retrouver une disponibilité, une sensorialité, se sentir vivant. Pour moi, c'est ça. Je ne sais plus si je l'ai prononcé dans mon intervention, mais quand je marche, j'ai vraiment le sentiment de me sentir à nouveau vivant. Voilà. Alors que dans nos vies personnelles, nos vies professionnelles, on glisse souvent d'une activité à l'autre, on ne voit plus les jours passer. Et on le dit souvent d'ailleurs. Ah, il y a 3-4 jours qui sont passés, mais j'en reviens pas. On est déjà à tel jour, c'est pas possible. L'été est déjà fini, mais c'est pas possible. Donc on ne se sent plus vraiment dans un rapport corps à corps en quelque sorte avec le temps. Mais quand on marche, si. Là, on se sent à nouveau vivant. Je préfère le terme relié d'ailleurs au terme reconnecté, parce que je trouve que le terme reconnecté, finalement, il est trop aujourd'hui connoté justement par l'univers du numérique. J'aime mieux l'idée de se sentir relié à nouveau avec le monde. Voilà. Et puis autre chose, évidemment, dans ces retrouvailles avec le monde environnant, moi j'ai souvent le sentiment que le monde autour de moi est vivant. Pas seulement les animaux, mais aussi que les arbres sont vivants, que les rochers sont vivants, que les rivières, la mer, etc. On a l'impression qu'on est un élément, simplement un élément dans un monde infiniment vaste, mais on est nécessaire en même temps à la totalité de cet élément-là. C'est quelque chose de très spirituel, évidemment, qui relève plutôt du sacré que du religieux. Certaines personnes peuvent d'ailleurs se sentir dans un rapport tout à fait religieux. C'est pas, je ne critique absolument pas ça. Ils peuvent se sentir reliés à Dieu, à un Dieu spécifique. D'autres vont avoir plutôt le sentiment de se relier à l'univers, dans une vision très animiste finalement du monde environnant, mais qui fait que justement c'est choquant pour nous quand on marche de voir un sac en plastique en plein milieu du sentier. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'il y a une volonté de souiller les dieux aussi, de souiller cette nature vivante. Voilà. Voilà, donc pour répondre à votre question, je dirais résistance citoyenne d'une certaine manière, politique aussi au sens très large du terme, et puis c'est pas pour rien donc que ça démarre cet engouement sur la marche dans le courant des années 90, et que plus on avance dans le temps et plus il y a des gens qui marchent, parce que plus aussi on est dévoré, bouffé totalement par les écrans dans la vie personnelle. Et donc, on a besoin d'autre chose, on a besoin de se retrouver avec soi, avec les autres, avec nos proches aussi. Parce que même dans les vies familiales, on n'a parfois plus trop le temps de dialoguer avec sa compagne, son compagnon, ses enfants, etc. Et la marche, c'est se retrouver ensemble, finalement. Ne serait-ce que le dimanche, ou ne serait-ce qu'en se donnant un rendez-vous de temps en temps, sont des moments infiniment précieux et dont on va se souvenir.
Parce qu'autant les jours qu'on vit professionnellement ou autre, la plupart du temps, on ne se souvient de rien, on se souvient de beaucoup de marches et de beaucoup de moments qu'on a partagés avec les autres, et parfois des petits incidents qu'on a pu connaître, ou des émerveillements aussi qu'on a pu connaître. Donc pour moi, la marche est une fabrique de mémoire contre l'amnésie, finalement, qui est provoquée aujourd'hui par le numérique. Merci, merci. Sylvie, je crois que tu as une question. Oui. Sylvie Oui, Mazzoni. merci. Oui, Oui. merci, bonjour. Je vous Bonjour. remercie également pour cette belle parenthèse que vous nous offrez. Et je voulais juste faire part d'une petite observation, enfin, qui m'est venue en vous écoutant. C'est quelque chose, c'est un ressenti personnel et du coup, enfin, peut-être l'est-il certainement par d'autres. Oui. Quand je marche, outre le rapport au temps qui, bien sûr, est différent et qui est particulier, il y a le rapport à l'espace aussi, en particulier à la distance. Je suis toujours ébahie par la capacité d'un corps humain, avec deux Oui. petites Ah oui. jambes comme ça, Mhm. à parcourir des distances, à parcourir du Mhm. paysage. Alors, bien sûr, Mhm. c'est surtout perceptible quand il y a du relief. Oui. Quand on est en hauteur et qu'on dit: «Mais je viens de là-bas» ou «Oh là là, on a fait tout ça!» Moi, ça m'époustoufle toujours. Et pourtant, et même si je ne fais que quelques heures de marche, hein, je ne Oui. prétends pas être une grande marcheuse, mais ça, c'est magnifique. Il y a vraiment une autre perception de l'espace Oui. que celle qu'on peut avoir, par exemple, même d'une sommet d'une tour, quand on fait Ah oui. du tourisme ou Mhm. autre. Mhm. On n'a pas forcément l'idée de se dire: «Ah bah là, il y a des collines, que je vois au bout à l'horizon. Finalement, c'est rien en marchant. Je pourrais tout à fait y Oui. aller en Mhm. marchant», alors Mhm. que ce serait Mhm. possible. Donc il y a Oui. ça, moi, ça m'épate de la capacité qu'on a quand même, hein, de ce dont, enfin, dont on est doté pour parcourir de grandes distances. Oui, vous avez raison, mais c'est pour ça que je disais au début de mon intervention que nous avons le même corps que les hommes ou les femmes de l'âge de pierre. On serait capable de marcher des journées entières et voilà, bien sûr, on serait fatigué, mais on serait capable de le faire. Et les marcheurs, par exemple, de Compostelle ou d'ailleurs, parfois font 40, 50 km dans la même journée, tellement ils sont dans l'exaltation de marcher. Et Bernard Olivier en parle aussi dans ses livres. Il dit que parfois il est pris il arrive dans le village qu'il avait prévu pour s'arrêter pour dormir, dans sa route vers la soie. Il dit non, finalement, j'ai tellement envie de marcher, je peux pas m'arrêter. Et il continue, il marche encore 10-20 km ensuite. De plus, voilà, il y a beaucoup de marcheurs qui disent cette espèce d'ivresse de marcher. C'est difficile de s'arrêter quand c'est une marche choisie, évidemment. Si c'était une marche avec des couteaux dans le dos, ce serait pas du tout la même chose. Mais là, la marche choisie, non, on peut marcher très 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 longtemps. Et c'est une marche, comment dire, physique, sensorielle. Donc, j'ai bien aimé votre comparaison avec le fait de voir un sommet au loin et de se dire, mais je viens de là, etc. Parce que, évidemment, notre territoire est semé de belvédères. Belvédère, ça vient de l'italien, bien voir, quoi, voilà. Donc, on sort de sa voiture, on fait 100 mètres, et on voit un paysage magnifique devant soi. Mais non, on ne l'a pas mérité, entre guillemets, si j'emploie un vocabulaire quasi religieux. Mais en tous les cas, on est sorti de sa voiture, il n'y a aucune fatigue, bon, voilà, on regarde, c'est comme une carte postale. C'est vraiment l'univers du spectacle, du look, etc. Mais quand on a marché des heures et des heures, et qu'on voit la colline d'où l'on vient, etc., là, cette colline, ce parcours, je veux dire, on l'a vécu dans toute sa chair, avec la vue, mais aussi avec l'ouïe, avec le toucher, avec l'odorat, pourquoi pas même avec le goût, parce que peut-être que dans le cheminement, on a ramassé des myrtilles, on a ramassé des fraises sauvages, ou des prunes sauvages, je ne sais quoi, ou des champignons en ce moment. Voilà, donc il y a tout un univers sensoriel. On arrive dans cet endroit magnifique avec tous ses sens. Alors que quand on s'est arrêté au bord de la route sur le belvédère, on arrive avec un peu la lassitude de la route et voilà, on regarde pendant un quart d'heure et puis on s'en va. C'est pas du tout le même rapport au monde, évidemment. Merci. On a des réflexions en fait dans le Oui, chat. allez-y. Ce ne sont pas des questions. Oui, c'est important, le mérite d'avoir le privilège de voir le paysage que l'on a conquis. Oui.
Voilà, une autre personne évoque vos réflexions sur l'apparition de la marche au service des causes militantes. Marche Oui. pour le climat, cause Ah oui. locale. Voilà. Oui, oui, d'accord. C'est moi, évidemment, les marches politiques, les manifestations ou autres, c'est pas tout à fait le même registre, évidemment. Par contre, c'est une manière de se donner dans sa vulnérabilité, finalement, face aux politiques, face à la police, face à l'armée dans un certain nombre de pays totalitaires, etc. Voilà, c'est une manière de protester par corps et ensemble, mais ça n'a évidemment aucun rapport avec la marche dans la forêt, au bord du littoral ou ailleurs, où on est dans une autre sensorialité. Voilà, pour moi, c'est très différent. Mais il y a évidemment le point commun, en quelque sorte, du corps, donc de la vulnérabilité. C'est aussi précieux, finalement, de retrouver cette vulnérabilité, hein, parce que quand on marche, on est réduit à l'élémentaire. On ne peut pas aller à plus de 4, 5, 6 km/h. Si on se foule la cheville ou si on tombe, ben, on va avoir mal. Après 5-6 heures de marche, on va se sentir fatigué et autres. Mais c'est ça aussi, se sentir à nouveau vivant, quoi. Ne plus être environné par les prothèses qui nous protègent, mais qui nous font perdre en même temps le sentiment qu'on existe, qu'on est vivant, qu'on est avec les autres. Mais dans les manifestations, il y a quand même aussi ce retour à la vulnérabilité. C'est le paradoxe d'offrir sa vulnérabilité pour protester contre la force, la puissance de l'État. Et c'est pour ça que ça marche des fois. C'est la marche de Gandhi. Enfin, historiquement, je veux dire, c'est la marche de Gandhi, la marche du sel, c'est la marche de Mao Tse-tung, la longue marche, etc. Mais des fois, ça marche, pas toujours. Mais... Joli jeu de mots. Alors, il y a une question de Monsieur Robert. Je vous la livre telle qu'elle a été écrite. Ouais. Pourquoi avez-vous écrit 3 livres sur la marche? Ah. Alors, mon premier livre sur la marche, c'est Éloge de la marche, qui est sorti en 2000, qui a été republié par mon éditeur là, il y a quelques mois. J'avais écrit Éloge de la marche parce que je sortais d'une réflexion beaucoup plus amère. Je sortais de l'écriture de mon livre L'adieu au corps. Donc déjà, le titre vous paraîtra un peu amer, un peu curieux, mais c'était déjà un livre sur le transhumanisme. Hein, le transhumanisme américain notamment, qui nous explique que le corps est dépassé, obsolète, qu'il faut supprimer le corps parce que le corps est le lieu de la mortalité, le lieu de la fatigue, de la maladie, etc. Supprimons le corps, nous supprimerons le monde. C'est vraiment l'univers terrifiant des grands maîtres de la Silicon Valley qui colonisent aujourd'hui notre vie personnelle avec le numérique, par exemple. Voilà. Mais déjà, ils étaient là, dans leur volonté masculine. Il n'y a pas de femmes, c'est tout à fait typique dans le transhumanisme, ni d'ailleurs dans ces archimilliardaires de la Silicon Valley, il n'y a que des hommes. Et déjà, ils étaient dans cette revendication donc, de l'immortalité, de la santé totale, jusqu'à... Voilà. Et ça m'a... Alors évidemment, pour écrire ce livre, j'avais lu énormément de livres, souvent des trucs en anglais. J'avais lu des tas d'interviews également de ces hommes revendiquant leur image. Et j'en avais un peu ras-le-bol. C'était passionnant pour moi en tant qu'anthropologue, en tant que sociologue, de réfléchir là-dessus. Mais ça me donnait un désir fou de retrouver la chair du monde, de retrouver l'élémentaire. Voilà. Et je me suis dit à ce moment-là, et si j'écrivais en mobilisant les rares auteurs qui ont écrit sur la marche. Ça peut être des Japonais comme Basho, par exemple, dans le 15e, 16e siècle, ou d'autres auteurs très anciens, mais c'était aussi Rimbaud qui a beaucoup écrit sur la marche, Jacques Lacarrière, bon, il y en a plein, beaucoup d'Américains comme Peter Matthiessen, Édouard Dabeille et autres, qui étaient John Muir qui marchait au début du XXe siècle, etc. J'ai eu envie de rassembler tous ces gens-là, de leur dire d'abord ma reconnaissance. C'est pour ça que je cite, dans ma conférence, j'ai beaucoup cité de marcheurs, j'en cite énormément dans mes livres. C'est une forme de reconnaissance, quoi. Merci de m'avoir donné le plaisir de vous lire. Et donc, j'extrais quelques phrases voilà, qui sont un peu un hommage. Voilà. Et donc, c'était ça mon désir d'écrire Éloge de la marche. C'était retrouver la sensorialité du monde, dialoguer avec des hommes ou des femmes, comme Alexandra David-Nel, par exemple, qui était grande pionnière des marches féminines, retrouver la jouissance d'exister, de vivre dans la tranquillité, sans avoir besoin de protège ou de virilisme à la manière des transhumanismes.
Voilà. Et donc j'ai eu énormément de bonheur à écrire Éloge de la marche. En même temps, bien entendu, ça faisait déjà bien longtemps que je marchais beaucoup dans les Vosges, mais c'était une manière de rassembler mes idées sur le sujet. Et puis voilà, le livre a eu pas mal de succès, il a été énormément traduit, comme les livres de Bernard Olivier. Et donc j'ai eu envie de revenir dessus dans le marché, éloge de la, dans Marché, des chemins et de la lenteur. C'était 10 ou 15 ans après, une quinzaine d'années après, oui. J'avais envie de revenir un petit peu là-dessus, même de parler aussi un peu de la question du vieillissement qui commençait déjà à me tracasser pas mal, hein. Je me demandais qu'était devenu Rimbaud, qu'était devenu Nicolas Bouvier, là, immense et merveilleux marcheur. Comment ont-ils assumé le fait qu'à un moment ou un autre, il faut peut-être renoncer, parce qu'on n'est plus trop capable de monter des collines où on a du mal à être autonome et autres. Donc voilà, toutes ces questions-là me tracassaient, donc j'ai voulu revenir là-dessus dans ce deuxième livre. Et puis le troisième, c'était Marcher la vie, où là, c'était plutôt la question de la guérison, quoi. Retrouver sa place dans le monde à travers la marche, même des marches de quelques heures, mais aussi les longues marches. Voilà, c'est un peu donc mes livres sur la marche, un peu aussi mon petit livre sur le vélo. C'est des manières de faire un pas de côté au regard de mon travail davantage de sociologue, d'anthropologue, où souvent je procède à des interviews, des observations, avec un regard plus sérieux entre guillemets, où je mobilise également une autre écriture, parce que écrire sur la marche, c'est pas écrire tout à fait. Enfin, je suis pas du tout un personnage jargonnant, hein. Vous voyez bien dans mes réponses, hein, je suis pas du tout un sociologisant, en quelque sorte. Pour moi, la sociologie, l'anthropologie, c'est aussi une manière d'arpenter les sentiers du monde, mais quand même en mobilisant évidemment tous les collègues qui ont écrit sur les sujets qui sont les miens, de dialoguer. Donc c'est parfois un peu plus, ça a l'air un peu plus sérieux en tous les cas que d'écrire sur la marche en citant Rimbaud, en citant Nicolas Bouvier ou Bernard Olivier. Où là, j'ai vraiment, quand j'écris ce genre de livre, j'ai vraiment l'impression d'être sur les sentiers avec eux. Et de me dire, voilà, ça fait 3-4 heures qu'on marche, mais la nuit commence à tomber, où est-ce qu'on va dormir? Et à ce moment-là, par exemple, Bernard Olivier dit, bah écoutez, on va marcher. Un jour, ça m'est arrivé de dormir dans la forêt, j'avais rien. Voilà. Il y a Stevenson qui dit, mais moi j'avais trouvé une cabane. Il y a Bachot qui dit, voilà, j'ai dormi, mais j'étais à côté d'un nid de fourmis, je m'en étais pas rendu compte. Enfin, voilà, c'est un peu cette espèce d'évocation. C'est vraiment la conversation. On dialogue ensemble et on se dit, voilà, moi j'ai vécu ça et toi tu as vécu ça, etc. Et en même temps, sans narcissisme aucun. Voilà, j'ai essayé de m'effacer aussi un petit peu en tant que personne derrière tout ce que j'ai dit pour retrouver quelque chose d'un peu universel, mais de manière très, très heureuse, très paisible, très tranquille. Alors qu'en sociologie ou en anthropologie ou en géographie, il faut rester quand même un peu dans sa discipline, même si on est très indiscipliné comme je le suis, mais il faut rester rigoureux quand même. Merci, Monsieur Le Breton. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. En tout cas, il n'y en a pas de questions dans le chat, plus de mains levées. Donc, je crois que vous avez répondu à toutes les interrogations et je pense qu'on repart avec plein d'idées et d'envie. Donc, merci beaucoup. Merci Anne-Sophie, merci à toutes et à tous. Je souhaite de très belles marches. Je suis dans le regret évidemment de ne pas être venu à Marseille, qui est une ville que j'aime énormément, mais bon, on ne peut pas être partout à la fois, c'est ça le problème. Merci en tous les cas, c'était un très beau moment avec vous. Merci à vous. Juste, je vous rappelle donc pour les personnes travaillant dans la région que la prochaine conférence est prévue le 13 novembre. Et sur le thème de la technologie nous dépossède-t-elle de nos libertés? Donc il y a un lien avec ce que vous disiez à l'instant. Donc c'est une conférence qui sera menée par Héloïse Boisseau, qui est philosophe de l'intelligence artificielle. Je laisse Jean-Baptiste peut-être pour le mot de la fin. Non, j'ai rien de plus à ajouter. Anne-Sophie, c'est parfait. Merci, Monsieur Le Breton. Pour ma part, je regrette de ne pas avoir pu tout suivre parce que j'ai été pris justement par l'urgence numérique que vous évoquiez.
Donc, j'aurai plaisir à écouter cette conférence, mais vraiment, merci parce que vous avez été très pédagogique en tout cas. Et effectivement, vous l'avez dit, certains sociologues sont parfois difficiles d'accès. Vous avez fait cet effort-là de venir à nous. C'est ça aussi la marche. Et donc, vraiment, un grand merci à vous. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Bonne route, alors. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.